Pourquoi refuser le pass sanitaire? Parce qu'il remet en cause 7 principes fondamentaux du droit qui sont tellement essentiels que je n'imaginais pas qu'ils puissent être attaqués de manière aussi violente. Si vous lisez le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, vous verrez que les droits qui sont proclamés dans cette déclaration sont qualifiés de naturels, inaliénables et sacrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Naturels parce qu'ils ne dépendent pas de l'intervention d'un législateur, parce qu'il n'est pas nécessaire qu'un législateur vienne consacrer ces droits, vienne adopter une loi pour qu'ils existent. Ils existent naturellement du simple fait de l'existence humaine. Ils sont inaliénables parce que, de la même manière, un législateur ne peut pas venir pour les supprimer, pour retirer aux êtres humains des droits qu'il tient de la nature des choses. Et sacrés parce qu'ils forment les piliers fondamentaux, les bases essentielles de toute société démocratique. Qu'est-ce qui se passe avec le pass sanitaire? Eh bien, dans un pays très lointain qui s'appelle la France et dans une époque très reculée qui s'appelle l'année 2020, vous aviez le droit naturel d'aller et de venir, le droit naturel de rencontrer vos amis, le droit naturel de vous réunir dans des cafés, dans des restaurants. Vous aviez le droit naturel de travailler, etc., etc. Avec le pass sanitaire, tous ces droits sont remis en cause et sont soumis à une condition qui est d'attester de votre vaccination. C'est un tour de passe-passe. Ce pass sanitaire est un tour de prestidigitateur, de passe-passe, puisque c'est comme si un voleur était venu en 2020 vous expliquer donc au début de la crise, voilà, donne-moi tes droits fondamentaux, donne-moi ton droit de sortir de ta maison, donne-moi ton droit d'aller au travail, donne-moi ton droit d'aller au café ou au restaurant. Et promis, tu me le prêtes seulement, hein, je vais te le rendre. Une fois la crise terminée, je te rendrai tes droits. Et vous, terrorisés, soumis à la panique, à l'urgence, vous acceptez, vous consentez à ne plus bénéficier de ces droits fondamentaux pour une période déterminée, hein, juste le temps d'aplatir la courbe. Et puis, un an plus tard, le même voleur revient, et au lieu de vous restituer vos droits fondamentaux, il vous restitue un privilège qu'il va vous faire payer. Ce ne sont plus des droits qui sont à vous, ce sont des droits qui sont à lui maintenant, et qu'il ne vous restituera que si vous acceptez de vous faire vacciner, que si vous acceptez de vous conformer aux règles sanitaires multiples et changeantes qui varient tous les 15 jours en fonction de l'humeur du chef de l'État. Vous voyez, ce tour de passe-passe, c'est une remise en cause de l'idée même de droit naturel. Ce qui était à vous l'année dernière n'est plus à vous en 2021. C'est le principe de présomption d'innocence. Au départ de l'épidémie, l'Organisation mondiale de la santé disait que la bonne stratégie à adopter, c'était de dépister, tracer, isoler, accompagner. C'est-à-dire que seules les personnes dont la contagiosité était avérée faisaient l'objet de mesures extraordinaires de confinement, de quarantaine, de soins, de privation de liberté en fonction d'un état médical prouvé. En 2021, avec le pass sanitaire, on inverse ce principe. Ce n'est plus à l'État ou aux autorités médicales de prouver que vous êtes malade, c'est à toute personne de prouver qu'elle n'est pas malade. C'est la preuve d'un fait négatif, ce qu'en droit on appelle une probatio diabolica, une preuve diabolique. Cette preuve, elle est diabolique parce qu'elle est impossible à rapporter. On ne peut jamais prouver que le diable n'existe pas. On ne peut jamais prouver son innocence.
C'est à l'accusation de prouver la culpabilité, parce qu'on ne peut jamais prouver qu'on n'a pas commis quelque chose, par définition. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on l'État ne va pas prendre la peine de prendre soin de la population et d'identifier les personnes malades. L'État va imposer à tout individu de prouver en permanence, tous les jours et à chaque heure de la journée, qu'il n'est pas malade. Tout le monde devient suspect, tout le monde devient coupable du crime affreux, même pas de contagiosité, mais d'une contagiosité potentielle. Vos libertés sont réduites parce que vous êtes susceptible d'être contaminant. C'est très clairement un renversement de la charge de la preuve et la transformation de tous les citoyens en suspects pour une durée indéterminée, puisqu'il existera toujours à la surface de la planète quelqu'un, quelque part, qui aura eu ou qui aura le Covid et qui sera susceptible de vous contaminer. Nous serons tous indéfiniment suspects d'être contaminés. C'est le principe de l'égalité des délits et des peines. En droit pénal, si vous ouvrez un code pénal, vous allez voir que chaque délit, chaque crime, on a prévu une sanction bien définie avec un plafond maximum de peine. Si vous commettez un homicide, si vous commettez un vol, si vous êtes reconnu coupable de ce crime ou de ce délit, le juge ne peut pas prononcer une peine arbitraire. Il ne peut pas inventer la sanction pénale. Il doit prononcer la sanction qui est prévue par le code. Donc ça peut être une peine d'amende. Vous allez devoir verser une somme d'argent d'un plafond déterminé, ou ça peut être une peine privative de liberté, mais qui est prononcée par un juge. Privative de liberté, et là aussi pour une durée maximale avec des garanties procédurales pour faire en sorte que les gens qui sont privés de liberté n'ont pas été placés en prison sur la base d'une erreur judiciaire. On s'assure de la culpabilité des condamnés. Avec le pass sanitaire, on a inventé un nouveau type de sanction, qui n'est pas une sanction pénale au sens classique du terme, qui n'est pas une peine d'amende, voilà, c'est pas la peine d'amende de 135 € pour non-port du masque qu'on a connue. C'est une sanction sociale, c'est une répression sociale qui va attaquer votre capacité à nouer des relations avec vos semblables, votre capacité à avoir un travail et à exercer votre activité, votre capacité à accéder à des lieux, à des loisirs, votre capacité à vous faire soigner, à obtenir un soin à l'hôpital quand vous êtes malade. Donc c'est votre droit à la vie privée, votre droit à la santé, votre droit au travail qui deviennent des instruments de sanction, deviennent des instruments de punition. Or, ça fait bien longtemps, enfin depuis le Moyen-Âge en réalité, depuis le XVIIIe siècle, depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on a abandonné les peines infamantes. On a abandonné les peines qui reposent sur le bannissement, l'exclusion sociale, la mise au pilori, l'humiliation publique. Et le pass sanitaire vient rétablir des choses qui sont archaïques, vient rétablir des choses qui sont barbares. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier cela. Ce sont des peines barbares parce que ce sont des peines arbitraires qui ne sont pas égales pour tous et qui visent à attaquer la personne elle-même et pas simplement à vous infliger une peine d'amende ou à vous priver, à vous emprisonner pour un temps déterminé dans un lieu spécial prévu pour cet effet. Le quatrième principe qui est remis en cause, c'est le principe de proportionnalité. La proportionnalité, c'est donc l'équilibre qui doit régner entre, d'une part, l'importance du droit fondamental en cause, donc mettons par exemple votre vie privée, le droit d'aller au restaurant ou au cinéma, ça fait partie de votre vie privée, c'est un droit qui est très important. Et puis, ce droit à la vie privée, il n'a pas une valeur absolue, il peut être soumis à des restrictions,
mais ces restrictions doivent être équilibrées, doivent être proportionnées à l'importance du droit en cause. Donc on ne peut pas réduire votre droit à la vie privée pour un motif futile et superficiel. Il faut qu'il y ait un motif d'intérêt général suffisamment lourd pour justifier une atteinte à un droit fondamental. Or, avec le pass sanitaire, lorsqu'on pratique ce test de proportionnalité, avec le pass sanitaire, il faut se demander si le pass sanitaire est la seule mesure, la seule réaction que peut avoir la société face à la crise épidémique. Alors vous comprenez bien que face à une épidémie, on peut effectivement isoler les malades et non pas isoler toute personne qui ne peut pas prouver qu'elle n'est pas malade. Face à une crise épidémique, on peut soigner les malades et non pas simplement se reposer sur un état vaccinal, sur une vaccination. Donc il existe des mesures alternatives à ce pass sanitaire. Le pass sanitaire n'est certainement pas la seule réaction possible permettant de sauver la société d'un péril imminent et inéluctable. Et par conséquent, ce pass sanitaire est disproportionné puisqu'on peut imaginer d'autres mesures de lutte contre l'épidémie qui seraient moins restrictives des libertés pour la population générale. C'est le principe du consentement libre et éclairé, du consentement thérapeutique libre et éclairé. Alors là aussi, c'est un principe tout à fait important. Alors vous avez sûrement entendu parler du code de Nuremberg. Alors le code de Nuremberg, ce n'est pas vraiment un code, c'est plutôt un ensemble de principes qui ont été utilisés dans le cadre du jugement des criminels nazis, donc dans les procès de Nuremberg de 1946-1947. Et vous savez que les nazis ont procédé à des expérimentations médicales. Peu importe, il ne s'agit pas là de comparer la situation actuelle avec le nazisme, mais c'est le propre de l'activité juridique, c'est le propre des juristes de dégager des règles de droit générales et abstraites, et c'est la même règle de droit qu'on a appliquée aux médecins nazis qu'on va appliquer à votre médecin généraliste. Ça ne veut pas dire que votre médecin généraliste est un nazi. Ça veut simplement dire que, quelle que soit l'activité médicale, toujours en tout temps et en tout lieu, c'est la même règle de droit qui s'applique. Le consentement thérapeutique doit être libre de contraintes et éclairé, avec des informations suffisantes et avec des informations honnêtes. Or, le pass sanitaire, le but avoué, le but revendiqué du pass sanitaire, c'est de pourrir suffisamment la vie de la population de manière à les inciter à se vacciner. Et vous avez de nombreuses personnes qui vont se faire vacciner, non pas parce qu'elles ont envie de se faire vacciner, non pas parce qu'elles pensent qu'elles ont besoin de se faire vacciner, mais parce qu'elles ont envie d'aller au restaurant, parce qu'elles ont envie d'aller au cinéma, parce qu'elles ont envie de partir en vacances. Donc ce n'est pas un consentement libre de contrainte, ce n'est pas un consentement à un traitement thérapeutique, c'est un consentement à aller au cinéma, aller au restaurant. Là, on est en violation flagrante avec ce principe fondamental de la médecine. Primum non nocere. D'abord, la médecine ne doit pas nuire aux malades. Or, avec le vaccin, avec ce vaccin généralisé, on souhaite vacciner la population pour réduire sa contagiosité. Ça veut dire qu'on souhaite vacciner des personnes jeunes, des personnes qui ne courent pas de risque du point de vue du coronavirus, de manière à protéger d'autres personnes vaccinées qui, censément, elles non plus, ne courent pas de grands risques du fait du coronavirus parce qu'elles sont vaccinées. Cela signifie que la personne qui ne court pas de risque et qui est vaccinée, le bénéfice thérapeutique pour elle de cette vaccination est nul, voire négatif, parce que le vaccin, lui, aussi parfait soit-il, aussi efficace soit-il, un vaccin a toujours des effets secondaires, peut toujours entraîner des séquelles graves ou des effets secondaires allant jusqu'à la mort. Et on a des exemples, vous
voyez aux informations des exemples de personnes vaccinées qui décèdent ou qui subissent des accidents médicaux très graves, alors que ces personnes ne couraient pas fondamentalement de risque du point de vue du coronavirus. Et donc là, on a un problème par rapport à ce principe primum non nocere, parce qu'on va administrer sciemment un vaccin à des personnes qui n'en ont pas besoin, qui n'ont pas vraiment de bénéfice thérapeutique du fait de cette vaccination, pour un motif qu'on qualifie d'altruiste, pour protéger les autres. Sauf que le principe de la médecine, on ne soigne pas les malades pour protéger les autres, on soigne les malades pour les protéger eux-mêmes. C'est un principe tout à fait basique. C'est le principe de précaution qui prévoit que lorsque les risques sont incalculables, lorsque les risques ne peuvent pas être mesurés, ou lorsque le risque qui est créé est irréversible, irréparable, eh bien, la seule réaction correcte, du point de vue du principe de précaution, c'est l'abstention. Il faut s'abstenir de créer des risques non calculés, non calculables ou des risques irréparables. Principe de précaution, si vous en cherchez l'origine, elle est assez récente. Elle date de 1975, de la conférence d'Asilomar, qui a été convoquée, organisée par un chimiste américain, Paul Berg, qui était prix Nobel de chimie, et qui faisait des expériences de transgénèse, de modification génétique de bactéries, en ajoutant dans le génome de ces bactéries des séquences génétiques de virus, séquences qui étaient cancérigènes. Donc, vous avez un prix Nobel de chimie qui, dans les années 70, se met à faire ces expériences de modification génétique et se rend compte qu'il va créer potentiellement un risque incalculable parce qu'il va modifier des bactéries qui sont présentes chez tous les êtres humains, Escherichia coli, on a tous ces bactéries dans notre tube digestif, et il va leur donner une mutation qu'elles n'ont pas acquis par la sélection naturelle, qu'elles n'ont pas acquis naturellement par l'évolution, et cette mutation est cancérigène, peut provoquer des maladies extrêmement graves. Face au risque à la fois non calculable, non mesurable et irréversible de la diffusion d'une telle technologie, Paul Berg a décidé de s'abstenir de poursuivre ses recherches et d'inviter ses collègues qui menaient des projets scientifiques similaires à une grande conférence pour dégager ce principe de précaution qui a depuis été consacré, notamment dans la Constitution française, assez récemment. Mais c'est un principe de droit qui existe. Comme je vous l'ai expliqué, ce pass sanitaire est fondamentalement vicié. Je pense que le seul objectif que nous devons poursuivre, c'est obtenir son abrogation totale. Pas obtenir des amendements, pas obtenir des aménagements, pas obtenir un adoucissement. Non, il faut obtenir l'abrogation totale des lois sur le pass sanitaire qui sont fondamentalement attentatoires à nos libertés publiques. Comment faire? Très simplement, par un recours collectif devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui a le pouvoir de forcer la France à modifier sa législation, qui a le pouvoir de forcer la France, le gouvernement français, à retirer la loi sur le pass sanitaire si la Cour européenne des droits de l'homme considère que cette loi constitue une violation des droits fondamentaux protégés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Pourquoi ça peut marcher? Parce que nous allons jouer collectif. Parce que le but, ce n'est pas d'amener simplement une requête individuelle isolée devant la Cour européenne des droits de l'homme, mais d'amener des milliers, des dizaines de milliers de requêtes devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui va ainsi se trouver contrainte de nous prendre au sérieux. Parce que le flux continu de requêtes toutes les semaines, s'il n'y a pas de date limite, vous pouvez introduire un recours contre le pass sanitaire à n'importe quel moment, aujourd'hui, mais dans un mois, dans 2 mois, tant que la loi existe, je vous invite à vous joindre à ce recours collectif et je vous invite à faire ce recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Si nous mettons ainsi en place un flux permanent, continu, important, massif de requêtes devant la Cour européenne des droits de l'homme, elle sera obligée de nous écouter.
parce que la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas le personnel suffisant, n'a pas les moyens de faire face à un tel nombre de requêtes. Chaque année, la Cour européenne des droits de l'homme est saisie 635 fois contre la France. La France est attaquée 635 fois tous les ans, en moyenne, devant la Cour européenne des droits de l'homme. À l'heure où je vous parle, voilà, j'ai eu la dernière notification sur mon téléphone il y a 5 minutes. À l'heure où je vous parle, nous sommes déjà plus de 500 à avoir introduit un recours collectif, à avoir introduit ce recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc nous sommes déjà en train de créer un événement, puisque la France va déjà être attaquée 500 fois sur cette loi sur le pass sanitaire. Mais 500 fois, ce ne sera pas suffisant. Si on veut vraiment forcer la Cour à nous écouter, si on veut dépasser ses capacités de traitement, eh bien, il faut que nous soyons des milliers, il faut que nous soyons des dizaines de milliers. Vous voyez, des arguments juridiques, il y en a, je vous les ai exposés, mais au départ, ce n'est pas une question juridique. Les juristes ne sont pas des magiciens qui sortent des lapins blancs de chapeaux magiques. Pour gagner devant un tribunal, il ne suffit pas d'avoir de bons arguments. Il ne suffit pas d'être un bon avocat. Il faut aussi avoir une bonne stratégie procédurale. Cette stratégie procédurale, elle est très simple. Vous, chacun d'entre vous, que vous soyez de nationalité française ou pas, que vous soyez majeur ou pas, chacun d'entre vous a le droit légal, protégé par la loi. C'est pas un acte illégal, c'est un acte parfaitement légal, a le droit de saisir la Cour européenne des droits de l'homme si vous estimez que vos droits fondamentaux sont violés. Pour saisir la Cour européenne des droits de l'homme, c'est très très simple et ça vous coûtera le prix de 2 timbres et d'une enveloppe. Il vous suffit d'imprimer, de télécharger la requête qui se trouve sur le site nopass.fr. C'est la requête que moi j'ai introduite devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il vous suffit à votre tour de l'imprimer, de compléter votre nom, votre prénom, votre date de naissance et de dater et signer cette requête. Et de l'envoyer par la poste à Strasbourg, à la Cour européenne des droits de l'homme. Et là, vous faites légalement partie de ce recours collectif. Et si nous sommes suffisamment nombreux, eh bien, nous pouvons obtenir, de manière réaliste, par un moyen légal et sans risque, nous pouvons obtenir l'abrogation de cette loi infâme sur le pass sanitaire.